Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Gilonne. Bonjour Sophie. Bonjour Denis. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci de l'invitation. On est tous les trois chez Yemanja, dans le centre de Paris, et tout début janvier, il fait beau, c'est très agréable. Et on va parler tous les trois du livre que vous avez coécrit, qui s'appelle 50 conseils pour retrouver l'énergie, le guide complet pour recharger vos batteries et retrouver la pêche, sorti aux éditions Erol. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de votre livre et de comprendre à la fois pourquoi vous l'avez écrit et puis quels sont les messages que vous faites passer dans ce livre, j'ai une question rituelle sur Chef qui est comment le mot chef résonne chez vous. Gilonne, peut-être tu veux commencer. Comment le mot chef résonne chez toi ? Alors le premier mot, en fait j'ai une association de mots. Le premier mot qui me vient c'est tribu. Donc tribu, ancien, sagesse, leader, direction, entrepreneur. Moi, j'ai une image extrêmement positive en fait du chef. Le chef, pour moi, c'est celui qui a été nommé. C'est celui qui va prendre la responsabilité. C'est aussi celui qui va donner le sens. C'est celui qui apporte cette espèce de sagesse. Donc, il va pouvoir modérer ou moduler des actions ou des réactions d'un collectif. Donc, c'est tout ça. Et donc, c'est extrêmement positif pour moi. Cette notion de chef, elle a vraiment tout son sens parce qu'elle vient de l'expérience aussi vécue. Merci. On partage beaucoup de choses alors. Et chez toi, Denis ? Bon, alors moi, je crains que je vais plutôt aller dans l'autre sens. Et effectivement, ce mot chef a une sorte de dichotomie dans son acceptation. Pour moi, chef, ça me fait penser à soit chef de service, voire chef de gare, chef haillon. Donc moi, j'y associe plutôt une image un peu négative, quelqu'un qui a été nommé sans forcément avoir la légitimité pour exercer ce rôle. Le chef militaire, évidemment, on est là, on est sous les ordres du chef, on doit obéir au chef, même si le chef donne des consignes qui ne vont pas dans le bon sens, il faut obéir. Donc moi, j'ai pas une image très positive du chef. Et d'ailleurs, on parlait avant beaucoup de chefs d'entreprise, ça reste encore un peu, mais aujourd'hui, on parle plutôt de dirigeants d'entreprise. Le MEDEF, d'ailleurs, s'est rebaptisé pour ça. C'est le mouvement des dirigeants d'entreprise de France. Donc voilà, moi, j'ai un peu une réticence à employer le mot chef. Ça me fait soit il y a un côté fonctionnaire, un peu désuet, et puis un peu, effectivement, administratif, je dirais. Ok. Bon, alors, je vous rassure, en tout cas, sur Chef, on est plutôt quand même dans... J'explore plutôt la vision qu'on partage, Gilonne. Alors, pour pas finir sur cette note quand même un peu
peut-être négative, Denis. J'ai une autre question rituelle, c'est quel chef es-tu ? Alors déjà, moi, j'utiliserai sans doute pas le mot chef, voilà. Plutôt peut-être manager ou leader. Je suis quelqu'un, je crois, qui est assez participatif, inclusif, voilà, justement. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas cette définition du mot chef, c'est que je me considère pas comme un chef. Je préfère être un leader d'équipe où effectivement j'essaie de donner la place à chacun, de valoriser les compétences de chacun, d'aller chercher dans chacun des membres d'une équipe sa valeur ajoutée, ses points forts, pour que l'équipe soit à la fois diverse mais efficace au maximum. Donc voilà, quelqu'un qui est plutôt participatif, inclusif. J'aime bien écouter. J'ai besoin, moi, avant de prendre une décision, d'entendre différents points de vue. Parce que je n'ai pas forcément la solution à tout. Et c'est en écoutant ces différents points de vue que je vais me forger ma propre opinion et pouvoir prendre la bonne décision. Bon, non, t'es quand même un chef. Un chef d'équipe, alors, si tu veux, d'accord. C'était le premier titre, le premier nom du podcast que j'avais imaginé, chef d'équipe. Et une de mes amies m'a dit, c'est trop long, voilà. Et finalement, je suis restée sur chef et j'explore chef d'équipe, chef d'entreprise, etc. Mais de plus en plus aussi la manière dont on peut être chef de sa vie. Et ça rejoint aussi quand même beaucoup le livre donc, que vous avez écrit, 50 conseils pour retrouver l'énergie. Quelle est la genèse de ce livre ? Racontez-moi comment et pourquoi vous avez eu l'idée, l'envie, l'énergie de vous lancer dans l'écriture d'un tel livre. Alors, c'est un peu tout ce que tu viens de dire, en fait, Sophie. Il y a une envie, un constat, une rencontre, un projet. Si je devais mettre des mots, reprendre ce que tu viens de dire. Mais au départ, il y a vraiment un constat sur le fait qu'il y a quand même une succession d'événements qui ont conduit à une accumulation de fatigue. Et les chiffres sont là et malheureusement ne sont pas très bons. Il y a 34% des Français qui se disent en épuisement professionnel, ce qui est énorme. Donc, il y a vraiment aussi, dans l'observation que je peux faire moi en entreprise, des collectifs qui sont vraiment en souffrance. Avec la charge de travail, l'intensification, l'accélération, on aura le temps d'y revenir peut-être après, mais du coup, il y avait vraiment ce constat-là. Et puis, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre avec Denis il y a 4 ans maintenant, par le biais d'amis en commun, et il se trouve qu'on se connaissait d'il y a 30 ans, et on ne s'était pas revus. Et Denis m'a parlé de ses livres, et le mot très fort qui a résonné fortement, c'est le mot travail, en fait. Denis et moi, on a le même intérêt accru pour le travail, comme source d'accomplissement. Donc, en discutant avec Denis et sur la place du travail et ses différents ouvrages, on est arrivé à la conclusion que ça serait bien d'écrire un livre à deux mains qui soit en même temps pratico-pratique et en même temps analyse, puisque Denis est expert du monde du travail, lui, il offre des chiffres de l'analyse. Donc, on est allé voir l'éditeur et puis en discutant avec l'éditeur, on est arrivé à la conclusion que l'énergie au travail, c'était quelque chose dont on ne parlait pas et qui était la responsabilité individuelle. Et ce livre vient aussi réconcilier l'individu et le collectif. Oui. J'ai une question sur plutôt l'étymologie du mot travail, parce que vous avez démarré d'ailleurs, les petites phrases qui, je sais pas comment on appelle d'ailleurs, c'est des citations. Des citations qui ouvrent le livre. Il y a notamment l'anthropologue James Sussman qui dit « Le travail est une dépense d'énergie dans un but précis ». Il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup de récits, beaucoup de... une grande culture derrière le mot travail qui est parfois... lourde à porter collectivement, qui nous pompe beaucoup d'énergie. Mais finalement, quand on lit cette phrase, on se dit que tout rien peut être travail. C'est quoi, votre vision du travail ? Effectivement, le travail, c'est une activité qui n'est pas forcément rémunératrice. C'est se mettre en action pour réaliser quelque chose. Et je voudrais, puisque tu en as parlé, m'insurger un peu contre cette étymologie qui est généralement acceptée en France, donc l'origine du mot travail qui viendrait de ce mot latin trepalium, qui était à l'époque romaine un instrument de torture. Moi, je dénie complètement cette étymologie qui me semble pas du tout pertinente, mais qui en même temps
reflète très bien cette vision qu'on a, notamment, qui est très française, et qui assimile le travail à la douleur, à la pénibilité, et non pas à l'accomplissement et à la réalisation de soi. Et en fait, il y a un autre mot latin qui, pour moi, est beaucoup plus juste pour expliquer l'étymologie du mot travail, c'est trabulare, qui veut dire quelque part déplacement, mouvement, voyage. Et d'ailleurs, le mot, ça donnait, alors pour les Lyonnais, ils reconnaîtront le mot des trabules, qui sont ces petits passages dans la vieille ville de Lyon qui descendent, donc c'est des tout petits passages. Et ça a donné sans doute le mot espagnol trabajo, travail en espagnol, et sans doute aussi le mot travel en anglais, alors qui veut dire voyage, mais qui a probablement cette racine. Mais on revient à cette étymologie où pour moi le travail c'est plus un voyage, une mise en mouvement pour réaliser quelque chose que cette assimilation à un instrument de torture qui vraiment incarne notre vision judéo-chrétienne et pénible du travail en France que je rejette complètement. Quand tu décris le travail comme ça, cette mise en mouvement dans un but précis qui n'est pas forcément rémunératrice, ça me fait penser aux enfants avec qui j'ai passé les fêtes, des enfants de 3, 4, 5 ans qui font, et ils le disent eux-mêmes, plein de travail. Ils jouent, ils bougent des trucs, ils nous aident à débarrasser la vaisselle, etc. Et ils disent, Tati, t'as vu, j'ai fait plein de travail. Et effectivement, et où on leur dit, mais oui, tu travailles bien, voilà. Et donc, eux, c'est un jeu, en fait, même, et c'est une manière de prendre part à la famille, c'est une manière de gagner en responsabilité, etc. Ça me fait penser à ça. Gillian, tu veux compléter peut-être ? En fait, je trouve que Denis, je partage complètement ton point de vue et Sophie aussi sur que le travail n'est pas forcément une déperdition d'énergie. C'est là où je suis pas complètement d'accord avec cette notion de déperdition d'énergie. Et c'est tout l'enjeu de ce livre. C'est de pouvoir en même temps trouver la source de son énergie, savoir comment je vais l'alimenter, comment je vais la conserver, comment je vais la moduler pour pouvoir aussi la diffuser en entreprise. Donc du coup, je trouve que je compléterais bien ce mot-là par le travail, c'est et de l'effort et du plaisir. Mais ce n'est pas que de l'effort ou que du plaisir. Et c'est bien ce que tu dis sur les enfants. Ils te disent « je travaille », ils sont contents d'avoir fait un effort dans le sens du bien collectif. Voilà. Complètement. Alors, le sujet de l'énergie et de l'énergie au travail m'intéresse tout particulièrement parce que donc moi, j'accompagne aussi des individus et des collectifs dans leur organisation, leur fonctionnement, leur alignement. Et le sujet du temps, le sujet de l'énergie revient dans 100% des coachings individuels en tout cas. Et c'est aussi un sujet pour moi, et ça a été un sujet pour moi dès que je suis passée manager, je dirais, où on nous demande un peu d'être un mouton à 5 pattes, 7 pattes, 10 pattes, et où au final, le sujet de où est-ce qu'on met notre énergie pour faire avancer quel projet et comment on préserve notre énergie du travail, parce qu'on pourrait parfois travailler 24 heures sur 24, est vraiment une question qui se pose. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver et de garder le bon équilibre, la bonne énergie, alors même que bien souvent on sait ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous apporte l'équilibre. Pourquoi on se retrouve dans la situation que tu dépeignais, Gillian, de on est épuisé, on est fatigué, on est en épuisement, voire on va jusqu'au burn-out. Alors déjà, je voudrais revenir, Sophie, sur ce que tu décris comme étant 100% du temps dans tes accompagnements individuels. J'observe la même chose, collectivement et individuellement. Quand j'accompagne quelqu'un, le sujet du temps, j'ai pas le temps, le rapport au temps, en fait, est très particulier. En fait, le temps, c'est une denrée périssable. Quoi qu'il arrive, il s'écoule. Et en même temps, il n'a pas la même qualité, ce temps-là. Tu fais quelque chose qui te plaît, tu peux perdre cette notion du temps. Et c'est intéressant aussi de s'arrêter 2 secondes pour savoir à quel moment je perds la notion du temps. C'est souvent signe que je suis bien dans ma place et dans la chose que je suis en train de faire. Et parallèlement, quand réellement je tire, je pousse, je trouve que le temps est particulièrement pénible et long parce que je vais y mettre derrière quelque chose de l'ordre de la souffrance. Donc déjà, il y a cette notion du temps qui est importante d'identifier. Et puis, il y a aussi comment je me suis construit. Quand j'étais enfant. Si, quand j'étais petit, on m'a dit « dépêche-toi, fais rapidement ton sac, ton machin, etc. » et viens, et qu'après on fait un grand sourire parce que j'ai réussi dans le timing à faire ce qu'on m'a demandé,
alors ça veut dire que la valeur de mon action, elle dépend de la vitesse d'exécution. Ça peut me conduire à l'épuisement. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Après, il peut y avoir aussi la difficulté de savoir s'arrêter parce qu'on veut faire bien les choses. On peut vouloir aller jusqu'à la perfection. Et or, on sait bien que même dans notre entreprise et partout dans nos vies, la perfection n'existe pas. Donc, cette notion de perfection, elle est aussi importante de la challenger. Et quand il y a une charge, tout va bien de vouloir bien faire les choses. Mais quand on me rajoute quelque chose supplémentaire et que je suis encore en pilote automatique à ce moment-là, je vais aller jusqu'à l'épuisement, par exemple. Donc, je pourrais t'en décrire, il y a 3 autres, ce qu'on appelle des messages contraignants. Ce sont les choses qu'on nous a dit dans l'enfance qui nous ont servi et qui nous ont permis d'être aimés, appréciés de notre environnement. Et donc, on va reproduire ça à l'âge adulte en entreprise. Et ça peut nous conduire effectivement à l'épuisement professionnel, malgré le fait que je sais que je dois m'arrêter. Non, en fait. T'as un exemple ? Par exemple, si je suis manager, tu parlais ça tout à l'heure, et que j'ai la conviction que je dois être fort, disponible pour mes équipes. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Denis, sur le management participatif. Super, le contributeur, participatif, vouloir que tout le monde soit bien. J'entends ça beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de bien-être, de management bienveillant. Ok, à quel moment je décide de fermer la porte pour me concentrer sur ce que je dois réaliser et prendre un peu de hauteur? Si dans ma jeunesse, on m'a dit « sois gentil avec la dame, range ta chambre » et que à chaque fois, il y a du plaisir en face de moi, je vais rechercher ça, faire plaisir. Je fais plaisir à mes équipes en étant H24, super disponible, super fort, tout le temps. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les personnes que j'accompagne, la motivation à faire plaisir. Parfois, il y a des managers qui me disent « moi, en vrai, je suis manager où je fais ce métier... un peu parce que la vie m'a amené là, presque un peu par hasard, voilà. Mais ce qui me nourrit au quotidien, c'est de faire plaisir. De faire plaisir à mes collaborateurs, faire plaisir à mes clients. Ça peut mener à l'épuisement si on ne sait pas fermer la porte, si on ne sait pas dire non. Oui, mais c'est lié à un mot qui est très à la mode aujourd'hui en termes de management, qui est l'empathie. On demande maintenant aux managers et aux chefs d'être empathiques, ce qui est bien, parce que c'est vrai qu'il faut, quand on est chef, on est là pour aider ces équipes à travailler et donc leur faciliter leur travail, mais jusqu'où doit aller l'empathie? Je pense qu'il y a une limite et qu'aujourd'hui, on va sans doute parfois un peu trop loin dans l'empathie. À un moment, il faut savoir dire stop aussi et remettre les choses à leur place. Mais je reviens juste aussi à ta question et à la définition du travail qu'on a mis dans notre livre, où le travail est une dépense d'énergie. C'est vrai que c'est une dépense d'énergie. Je suis d'accord avec toi, Gilonne, que ce n'est pas qu'une dépense d'énergie, car le travail peut aussi générer de l'énergie. Oui. Je suis sûr qu'on en parlera après. Mais au départ, c'est vrai que c'est quand même une dépense d'énergie. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans un but précis. Dans un but précis, exactement. Absolument. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que le travail devient de plus en plus énergivore. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et tu as raison de faire le lien avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, on constate une accélération du rythme de travail. C'est toujours plus vite, faire toujours plus vite dans un délai de plus en plus court. On observe une intensification du travail, c'est-à-dire que pour un même job aujourd'hui, on te demande plus de responsabilités, plus de tâches à accomplir que pour le même job il y a 10 ou 20 ans. Donc il y a une intensification du travail. Et dernière chose, il y a une fragmentation aussi du temps de travail. C'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire, tiens, j'ai une note à rédiger, j'ai un projet à faire, je vais y passer 2 ou 3 heures d'affilée. C'est quasiment impossible aujourd'hui parce que voilà, il y a les mails qui arrivent, il y a les notifications sur WhatsApp, il y a les messages LinkedIn, etc. C'est un effort en tout cas. Et voilà, c'est un effort et c'est plus naturel. Et quand tu dis là aussi, on en revient au rôle du manager à tes équipes. Attendez, là, moi j'ai besoin de travailler, je vais m'isoler pendant 2 ou 3 heures. C'est pas toujours bien perçu. On dit, voilà, il n'est pas à notre écoute, on a besoin de lui, il n'est pas là, etc. Donc c'est très compliqué, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, le travail effectivement est devenu très énergivore. Et que c'est compliqué, oui, d'arriver à reprendre le contrôle de son temps, de son agenda. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais manager. Je gérais une équipe de 7 personnes. Clairement, dans mon agenda, j'avais des plages horaires qui étaient réservées pour faire mon travail, comme tu le disais, Gilonne. C'est vrai, un manager doit s'occuper de ses équipes, mais il a aussi des choses à faire. Et donc, moi, je bloquais souvent 2-3 heures, 1 ou 2 fois par semaine. Et je fermais ma porte et c'était vraiment des moments où j'avais besoin de me concentrer parce que j'avais mon propre travail à accomplir. Ouais. J'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet où j'explique le système que j'ai mis en place, notamment quand j'avais une équipe, moi, d'une 15aine de personnes à gérer et j'avais aussi ce même
ce même besoin de m'isoler. Et c'était par demi-journée, voire par journée. Le mercredi, généralement, j'essayais d'être en télétravail à mi-chemin. Et j'avais quelques éventuellement points Teams, mais sinon, c'était du temps pour moi. Mais j'allais contre l'organisation, contre le flux naturel du travail, de mon entreprise, de mes sollicitations, et c'était dur de tenir. Et c'est ce que me disent beaucoup de personnes, soit qui ont écouté cet épisode de podcast, soit que je peux accompagner, quand je leur dis il faut mettre en place un système qui vous permette de préserver votre temps. Et moi, voilà ce que j'avais mis en place. Trouve ton système à toi. Les gens me disent, mais c'est impossible de faire ça. J'ai des réunions tout le temps. Plus on monte dans la hiérarchie. Alors, il y a un moment où c'est nous qui décidons, donc j'ai envie de dire peut-être parfois les top patrons, mais ils sont peu nombreux, mais toute la sphère intermédiaire subit et la pression du haut et la pression du bas. C'est vrai. Ok, donc constat, c'est que pour tout ce que vous nous avez expliqué, l'énergie, même quand on connaît ce qui nous fait du bien, on a à la fois des biais de notre enfance, à la fois on subit des organisations, on subit un rythme, des outils, etc., qui font que on perd l'énergie et on peut s'épuiser. Alors, vous donnez 50 conseils, très pratico-pratique. Moi, j'ai vraiment apprécié la lecture parce que c'est vous expliquer de manière, je veux dire, théorique, mais en tout cas, vous expliquer l'univers du conseil que vous explorez. Et après, vous donnez des pistes d'action très concrètes et on vient piocher ce qui nous parle. On commence aussi par un autodiagnostic de où en est notre énergie. Et vous abordez des conseils de tous les sujets, que ça soit de l'organisation, du sommeil, de la nutrition, de la gestion du temps, des relations avec nos équipes et nos collègues, etc. Donc c'est vraiment super large. En lisant ce livre, je me suis dit, mais il y a beaucoup de conseils que je sais, je connais, j'essaye d'appliquer au mieux, mais 50, si je les ai, je peux pas appliquer les 50. C'est pas possible, c'est trop. Est-ce que pour des gens qui nous écoutent, on va rentrer un peu après dans quelques conseils sur lesquels j'aimerais avoir plus d'explications, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont selon vous le début, la chose qu'on devrait tous appliquer, ou que vous préférez, je sais pas, est-ce qu'il y en a un ou deux que vous pouvez par lequel démarrer, que vous pouvez nous expliquer? Alors déjà, Sophie, merci de ce retour sur le livre. J'ai envie de rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, sur 50 conseils, c'est trop. Alors 50 conseils, c'est trop. L'idée, encore une fois, c'est pas de se mettre la pression, c'est tout le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces 50 conseils, il y en a pour moi, il y en a que je sais, il y en a que je connais, il y en a que j'applique, il y en a que j'applique pas, mais c'est intéressant de voir le regard du trop ou pas assez. Et ces conseils-là, bien sûr qu'ils ne sont pas appliqués en même temps déjà. Donc, suivant les cycles de vie, les moments où je me situe et je me trouve en présence de moi toute seule, moi et l'individu, ou moi et mon environnement, je vais en appliquer certains et d'autres pas, bien sûr. Déjà, c'est le premier postulat. Donc, pas tous en même temps. Pas Très tous bien. En même temps. Non, c'est un livre qu'on peut picorer. Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de le lire la première page à la dernière en fonction de ses problématiques personnelles. On peut aller chercher le conseil qui correspond au moment, comme tu le disais, Gilonne. Ben oui, je peux le mettre sur ma table de nuit et puis le feuilleter régulièrement, en fait, et y trouver d'autres choses suivant mon inspiration et mon humeur. Ouais. Maintenant, alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'évidemment, si on les a écrits, tu imagines bien qu'ils ont tous de l'importance pour nous, comme pour Denis et pour moi. Maintenant, il y en a un, voire deux, qui me paraissent importants. Le premier, c'est de rester fidèle à qui nous sommes. Vaste sujet que de savoir qui je suis déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de rester d'abord éveillé et d'avoir envie de se connaître mieux. Et donc pour se connaître mieux, oui, bien sûr qu'il y a les livres, mais il y a aussi ces moments de pause où je vais pouvoir faire un peu d'introspection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucun cas, j'ai besoin d'endosser un costume qui n'est pas le mien. Et c'est ça aussi qui peut épuiser. C'est-à-dire, c'est sentir, en tout cas avoir la perception que je ne suis pas à ma place, à l'endroit où je me trouve, et que ça tire, c'est pas moi. Et qu'on veut me faire avaler des couleuvres, non. On veut me faire des choses que je ne veux pas faire, et pourtant je veux dire oui. Deuxième conseil, évidemment, tu imagines bien, qui est important aussi pour moi, c'est non à ce qui m'encombre. Et ça va avec non à ce qui m'encombre. Donc c'est celle léger au maximum.
Eh bien, moi, je vais rebondir et en fait, ça va tout à fait aller dans le sens de ce que tu viens de dire, Gilonne. Alors, c'est celui qui me tient particulièrement à cœur. Encore une fois, les 49 autres sont tout à fait pertinents, mais il y en a un qui me tient à cœur et qui est intitulé « Capitaliser sur vos atouts ». Plutôt que de travailler vos faiblesses. Parce que ça revient à ce que tu disais aussi, c'est être soi-même finalement. Et ça va à l'encontre de cette injonction qu'on entend aussi de plus en plus en termes de management et de gestion des ressources humaines, qui est la nécessité de sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est un contresens et que c'est contre-productif personnellement. Quand on recrute un collaborateur, c'est parce qu'il a certaines compétences particulière, il est bon dans ces domaines-là, et c'est ça qu'il faut travailler. Donc plutôt que de dire non, il faut que tu développes les points où tu es moins fort, axons-nous sur les points forts, les compétences particulières, les talents d'une personne. Parce qu'encore une fois, c'est reconnaître la singularité de cette personne, c'est ce qui fait que cette personne est unique, et deux, c'est là où elle est efficace. Et c'est là où si on la pousse à travailler ses points forts, il va y avoir à la fois du plaisir, de l'énergie, de l'efficacité, de la productivité. Donc, se dire il faut que tu travailles tes points faibles, pour moi, c'est pas la solution. Et encore une fois, ça nous ramène à notre système très français et très scolaire, où quand on a nos bulletins, on a bonne note, très bien, bon élève, mais on a toujours peut mieux faire, doit travailler les points faibles, etc. Non. Qu'est-ce qu'on demande à un sportif de haut niveau ? C'est d'être hyper bon dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on demande à un artiste ? On lui demande, si c'est un chanteur, d'être très bon chanteur. On lui demande pas d'être aussi en même temps un bon photographe, un bon peintre ou je ne sais quoi. Donc non, concentrons-nous sur nos points forts, parce que c'est ce qui permet aux individus de se réaliser dans leur travail, d'y prendre plaisir, et puis d'être très efficace. Et tout ça, en plus, renforce la confiance en soi. Si on axe sur les points forts d'une personne, ça veut dire oui, c'est vrai, je suis bon, je suis performant, je suis efficace. Quitte après, effectivement, une fois que cette personne est bien installée dans ses points forts, peut-être d'aller chercher 1 ou 2 points à travailler en plus pour aider cette personne à se développer. Mais commencer par travailler les points faibles, non, pour moi, c'est contre-productif. Alors, je voulais compléter ce que tu dis, Denis. Et donc, ce qui m'amène à dire que quand je cultive ma différence, j'accepte aussi de ne pas plaire. J'accepte aussi de ne pas être aimé, qui est aussi, pour moi, un fondamental. C'est quel soulagement de me libérer du regard des autres. Parce qu'effectivement, je peux aussi aller plus loin avec ce conseil et de faire de mes faiblesses des forces. On me dit, j'ai un petit nez, on me dit que je parle trop. Eh bien, écoute, je vais prendre la parole en public, puisque je parle trop. Et donc, de ce trop, je vais en faire une force. Je vais apprendre à très bien parler en public, par exemple. Je suis contente que tu aies mis ce conseil sur la table, le fait de travailler ses forces et pas ses faiblesses, parce qu'il m'a marqué et je suis d'accord avec ça. Encore plus maintenant en étant à mon compte, moi c'est vraiment ce que j'essaye de faire, parce que si je travaille que mes faiblesses, autant vous dire que mon business il va pas décoller tout de suite. Mais par contre, j'observe aussi en tant qu'ancienne responsable RH et manager que c'est pas trop ce qui se passe en entreprise. Et je trouve que votre livre est aussi intéressant parce qu'il est quand même orienté dans une lecture individuelle, mais si je le lis en tant que dirigeant, en tant que chef, ça me donne aussi des clés sur la manière dont je peux faire évoluer le système de mon entreprise. Moi, j'ai lu votre livre avec mon prisme d'individu, Sophie, comment je fais pour améliorer mon énergie, avec mon sommeil, l'organisation de mon temps, de mes réunions, etc., etc. Donc super. Mais si je suis salariée et que je me trouve dans une organisation qui va m'évaluer au regard de mes forces, mais aussi au regard de mes faiblesses, et qui va me demander de progresser sur mes faiblesses, comment je fais ? Comment je fais pour retrouver mon énergie malgré ce cadre, ce système qui m'impose aussi ce rythme effréné dont on parlait à l'instant, qui m'empêche de prendre du temps pour moi, etc. Est-ce que vous avez un message pour les managers qui se retrouvent justement entre leur direction générale qui leur impose un certain cadre et leur équipe aussi qui aspire peut-être à justement être évaluée pas uniquement sur leurs faiblesses mais aussi sur leurs forces? Alors d'abord, je suis heureux que tu aies souligné cette double dimension du livre en termes de lectorat, parce que c'est effectivement ce qu'on a vraiment voulu viser. C'est à la fois
aider individuellement les individus à gérer et à retrouver l'énergie au travail. Mais on a effectivement conçu ce livre aussi pour les managers. Donc, à la fois la partie individuelle, mais la partie collective, ça c'est clair. Et on espère que ce livre peut donner aussi, voilà, aux managers et surtout aux managers intermédiaires, hein, qui, comme tu le dis, sont souvent entre le marteau et l'enclume, avec à la fois des demandes de plus en plus fortes, des attentes individuelles de leurs collaborateurs, et puis venant d'en haut, effectivement, une pression aussi très forte des directions générales. Donc on espère que ce livre peut effectivement aider aussi le manager. Il y a des conseils très pratiques et parfois très simples, hein, pour aider les managers sur des choses basiques. C'est arriver en avance à une réunion, c'est toujours en avance d'une réunion, par exemple, pour les aider justement à se dégager un peu de cette pression, notamment qui vient d'en haut, pour pouvoir un peu souffler. Moi, ce que je décrypte derrière, c'est que on a quand même besoin de changer une partie du système. Si on est seul à appliquer ces conseils-là et que le système continue, le système des entreprises, des organisations continue à être énergivore, il y a des conseils qui sont très difficiles à appliquer quand on est seul dans son coin. Et donc, c'est important aussi qu'il puisse servir le collectif et que ça peut être un outil de discussion en équipe, par exemple. Comment ce livre peut servir le collectif ? Alors complètement, Sophie. Je rebondis précédemment. Tu parlais du manager de proximité, de celui qui est entre le marteau et l'enclume. La principale des choses, et je rebondis sur un mot qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est l'alignement. En quoi je suis alignée entre ce que l'organisation, la direction me demande et ce que j'observe chez moi et chez mes équipes. Donc, à partir du moment où je peux séparer et mettre des mots sur les choses, raisonnablement, ça diminue la pression. Donc, déjà, savoir nommer les choses. Mais pour nommer les choses, j'ai besoin de m'arrêter. Donc, si je pars du principe que pas de travail sans repos, pas de travail sans pause, alors j'augmente mon niveau de conscience. Donc ce livre-là, oui, merci Sophie de le souligner, il peut tout à fait servir. Si j'observe qu'à un moment donné, je suis fatiguée, c'est la rentrée, tu le disais tout à l'heure, je suis fatiguée, mes équipes sont fatiguées, ok. Moi, individuellement, qu'est-ce que je peux faire ? Et en équipe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, je me pose, je réfléchis. Le livre peut tout à fait être l'objet d'une réunion. Ok, la fatigue, je l'ai entendue 3 fois de cette semaine. Ok, on fait un brainstorming, on se prend une demi-heure et ok, qu'est-ce qu'on met derrière la fatigue ? Le premier point, ça va être déjà de nommer ce qui se passe. En nommant, effectivement, je diminue la pression. Et puis, l'idée, c'est pas de déverser, de se décharger, mais il y a besoin de se décharger pour souffler. Et puis après, c'est OK, qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi le petit pas qu'on peut faire collectivement pour demain ? Et quelle place on a envie, chacun les uns les autres, d'avoir un collectif ? Il ressemblerait à quoi s'il était performant et dans le bien-être ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et après, on se revoit. Donc, ce livre-là est vraiment l'occasion de se poser, OK, s'il y avait un conseil qui est facile pour moi, ce serait lequel ? S'il y en avait un qui était difficile pour moi à tenir, ce serait lequel, par exemple ? OK, voilà. Super. J'adore ce genre d'animation d'équipe. Enfin, c'est vrai que quand j'étais manager, j'étais très friande de ces outils très faciles à partager et à utiliser pour créer des moments collectifs, d'échanges collectifs. Mais ce qu'on espère aussi, c'est que ce livre va faire œuvre de pédagogie, effectivement, et qu'encore une fois, si on regarde le lectorat potentiel du livre, ça va du simple collaborateur au plus haut niveau de l'entreprise et de la direction, hein, parce qu'encore une fois, beaucoup de conseils peuvent s'appliquer à ces différents profils et responsabilités dans l'entreprise. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais sur l'énergie individuelle par rapport au collectif, peut-être, parce que les deux, en fait, sont intimement liés. Oui. Et notre objectif, effectivement, on est parti de l'individu en disant comment individuellement je peux rebooster mon énergie au travail, je peux retrouver la pêche. Mais il est clair que le collectif a aussi un rôle à jouer dans la génération de cette énergie. Et ce qu'on peut essayer de diffuser comme énergie auprès des autres, parce que ça c'est important, c'est très bien d'avoir de l'énergie pour soi, mais c'est aussi important dans une entreprise de la diffuser, parce que l'énergie c'est aussi ce qui nous rassemble quelque part, ce qui nous unit dans l'entreprise et ce qui nous fait vivre. Donc c'est très important cette énergie, hein, c'est vraiment le cœur finalement du réacteur, c'est le cas de le dire, pour faire fonctionner une entreprise ou une organisation. Donc effectivement,
avoir de l'énergie pour soi, très bien. Donc, trouver, sourcer, produire sa propre énergie, mais aussi la diffuser aux autres, parce que c'est une sorte de jeu, comment on appelle ça, somme positive, où effectivement l'énergie que je diffuse va se diffuser aux autres, et puis les autres, parce qu'ils ont aussi cette énergie plus forte, va aussi me rendre quelque part de l'énergie. Donc, les deux sont intimement liés, l'individu et le collectif. Et dans une société qui devient de plus en plus individualiste et qui impacte aussi évidemment le monde du travail, pour moi, je dis toujours que sans esprit collectif, il n'y a pas de chemin individuel possible. Donc, c'est important de travailler ce collectif. Et aujourd'hui, l'entreprise est un des derniers collectifs durables qui existent. On sait que la pratique religieuse diminue, la famille n'est plus ce qu'elle était, les grandes idéologies aujourd'hui sont discréditées. Et donc, il n'y a plus beaucoup les syndicats aussi, perdent des adhérents. Il reste aujourd'hui un collectif un peu forcé, parce que quand on est salarié d'une entreprise, parfois on se rend au bureau puis on travaille avec des gens avec qui on n'a pas forcément d'affinité, mais on doit travailler ensemble. Donc l'entreprise reste un des derniers collectifs de notre société, et donc c'est très important de travailler cette collectivité, si je puis dire, et encore une fois, là, l'énergie a un rôle clé à jouer pour ça. Quand tu dis l'individu est intimement lié au collectif, je réponds finalement à la question que je vous ai posée, mais ce qui me vient, c'est qu'en bougeant soi, on peut faire bouger le collectif, peu importe notre place dans l'entreprise. Et j'ai une anecdote que je raconte un peu régulièrement, donc peut-être que les gens qui nous écoutent l'ont déjà entendu, mais les fleurs sont très importantes pour moi. J'ai toujours des fleurs chez moi. Et c'était un jour où j'avais décidé d'aller chez le fleuriste pour m'offrir un bouquet de fleurs, parce que j'avais envie et besoin d'avoir un joli bouquet de fleurs dans mon salon. Sauf que mon fleuriste fermait à 18h ou 18h30, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai décliné une réunion après 17h30. Et une de mes collaboratrices m'a dit « Ouh là là, mais pour que tu déclines cette réunion, elle pensait que je continuais, en fait, j'enchaînais une autre réunion. Enfin voilà, elle s'était imaginée des contraintes professionnelles. Et quand je lui ai dit que c'était pas du tout pour enchaîner sur d'autres réunions, mais que c'était pour aller chez le fleuriste, donc j'ai dit non. J'ai fermé la porte, comme tu disais, Gilonne. Et elle m'a regardée et elle m'a dit « Mais ah oui, tu t'autorises ça ?» Je dis « Bah oui, en fait, c'est ce qui me donne de l'énergie. » C'était vraiment très important pour moi à ce moment-là. Et en fait, après, elle m'en a reparlé très souvent et elle me dit « Mais en fait, ton exemple m'a ouvert la porte au fait que moi aussi, il y a des moments où, pour préserver mon énergie, je dis non et je me priorise. » Et donc, voilà, la manière dont on peut faire bouger le collectif aussi, c'est en bougeant soi et en le disant et en l'affirmant et en étant très à l'aise avec ça, dans la mesure, bien sûr, des règles de l'entreprise, du travail. Enfin, quand ça, là, en l'occurrence, ça dérangeait personne que j'enchaîne pas sur les réunions à 17h30. Merci Sophie. En fait, ça devient modélisant. En t'autorisant cela, tu ouvres effectivement la porte à ce que ça puisse se diffuser. C'est une manière de diffuser son énergie. Donc, merci de ce bel exemple. Oui, et on pourrait faire un parallèle aussi avec l'inspiration. On dit toujours, c'est le leader, le manager qui doit être inspirant. Oui, c'est vrai, mais un simple collaborateur peut être très inspirant aussi. Donc, ouais. L'inspiration, elle est partout et il faut la laisser s'exprimer, il faut l'autoriser, la faciliter, l'encourager. Mais comme tu dis, mettre les gens en mouvement, ce n'est pas que, ça ne doit pas venir forcément que d'en haut, au contraire. Et que voilà, il peut y avoir un simple collaborateur qui est très inspirant, que ce soit dans sa vie, parce que dans sa vie personnelle, il fait des choses particulières, parce qu'il a une personnalité particulièrement marquée ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, l'inspiration qui est une source aussi de mouvement, ne vient pas forcément que d'en haut. Oui, et puis l'inspiration, ça dépend de chacun, de chaque moment de sa vie. Donc en fait, décréter et se dire « je dois être inspirant », pour moi, c'est... C'est une injonction. Oui. C'est une injonction complètement paradoxale. Voilà, c'est ça. Soyons alignés et on sera inspirant pour qui veut bien. Voilà. Parce que pour être inspirant, il faut être inspiré aussi. Donc il faut aussi aller chercher. On a besoin des autres aussi pour trouver l'inspiration. Donc c'est encore une fois un jeu à somme positive. Et alors, ce que tu disais aussi, Sophie, avec ton exemple, ce qui me vient pour justement allier individu et collectif, c'est apprendre à faire des demandes. Tu nous as donné un merveilleux exemple de savoir dire non. Il y a aussi l'autorisation à faire des demandes aux uns et aux autres, à son chef, à ses collaborateurs, à son organisation, pour pouvoir effectivement adopter un mode de communication authentique et qui va laisser la place aussi aux émotions. Malgré ce qu'on en pense, vous arrivez au bureau avec votre tête qui pense, votre corps pour agir et aussi un cœur qui bat.
Et ce cœur-là, il a toute sa place. Et au moment où tu dis « j'ai besoin d'aller chercher des fleurs », c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui dit « ok, c'est un essentiel, c'est important, c'est ma priorité. Sans ça, je ne peux pas faire autrement. » Alors, tu me tends une perche vers 3 questions plus précises que j'avais sur des conseils qui m'ont marqué parce que pour moi, je les vois pas beaucoup en entreprise. Dans des sphères en tout cas que je vois pas beaucoup en entreprise, et moi j'aime bien les pas de côté, j'aime bien amener des choses qu'on voit pas en entreprise justement pour qu'elles y soient, et celui sur le conseil sur la gestion des émotions est très important pour moi parce que comme tu dis, on arrive avec nos émotions, on arrive avec notre cœur qui bat, et en même temps moi je vois jamais le sujet des émotions traité en entreprise. C'est très rarement un sujet qui est, encore une fois, je parle avec ma casquette d'ancienne RH, mais qui est pris en compte dans les politiques RH, par exemple, dans les processus RH. C'est très peu des sujets que je vois dans les grilles d'entretien annuel, dans les OKR ou des trucs comme ça. Enfin, et je pense même que le sujet des émotions est très encombrant quand il vient au travail pour les managers ou pour la direction. Et pour autant, elles sont là, quoi qu'on veuille en faire. Donc, comment est-ce qu'on peut se servir de nos émotions dans un univers où elles sont pas vraiment les bienvenues ? En fait, c'est pas tant l'émotion qui est gênante. C'est le fait qu'elle puisse durer intensément et qu'elle vienne déborder, envahir notre cerveau. C'est ça qui est gênant, en fait, en entreprise. C'est pas tant l'émotion que le fait qu'elle vienne envahir et du fait que je suis pas en capacité de travailler à ce moment-là ou que je vais dire des choses que je vais regretter. Elle nous désaligne, en fait. Elle nous désaligne, complètement. Donc, le sujet, c'est pas tant l'émotion, c'est la place que je vais lui accorder. Déjà, vouloir lutter, c'est déjà renforcer l'émotion. Et donc, la plupart du temps, quand les gens luttent pour les cacher, ça explose. J'aime bien ce constat qui est de dire, quand je dis pas les choses, au bout d'un moment, je suis passive. Je baisse la tête, je courbe les cheveux, je me tords, je me tords dans tous les sens. Et à un moment donné, ça explose. Donc, je passe de la passivité à l'agressivité ou à la fuite. Ce qui conduit soit à la démission, soit à une explosion. Et puis là, effectivement, c'est incident, avertissement, etc., qui vont conduire le salarié à être dans la difficulté. Donc, comment faire pour leur accorder la place ? Je n'ai pas le choix que de m'arrêter dessus. Et m'arrêter dessus, c'est un apprentissage de tous les jours, d'être en pleine conscience. En pleine conscience, c'est-à-dire de me poser, de respirer 2 minutes. Ok, là tout de suite, qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? En me posant ces 3 questions, j'arrive à me dire, ok, là en fait j'ai le cerveau disponible. Dans mon cœur, je me sens plutôt apaisée. Donc j'ai pas le cœur qui bat, j'ai pas de sudation, j'ai pas de tremblement. Les signaux sont ok. Et puis dans mon corps, je me sens tonique. Super. C'est pas le cas tous les jours, mais c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi ? Parce que si j'attends d'être plus que contrariée, voire énervée. Mais quand je suis énervée, au stade de l'énervement, j'ai la fumée qui sort des naseaux, j'ai le cœur qui bat, j'ai les mains qui tremblent, je suis agitée déjà. Mais ces signaux-là, je les avais depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que je ne les ai pas regardés ? En les regardant, après, derrière, je peux me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé qui suscite de l'agacement chez moi ? C'est quoi le besoin derrière ? Qu'est-ce que c'est venu gratter comme valeur, comme chose importante pour moi ? Et puis, du coup, je vais formaliser une demande. Mais si j'ai pas... Déjà, je ne me suis pas arrêtée pour me dire qu'est-ce que je ressens, c'est quoi l'émotion derrière ces signaux, forcément, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Et donc, se servir de ces émotions, c'est poser la question du besoin. Pour moi, pour les autres, pour l'environnement, et puis faire formaliser une demande. Et donc, si je traduis en tant que pratique managériale aussi de l'autre côté, comme on a dit que c'était un outil qui servait à tant l'individu que le manager et puis le collectif, quand je vois un collaborateur qui est submergé par ses émotions, peu importe lesquelles, lui poser ces questions-là. Attends, pose-toi, c'est quoi l'émotion et de quoi as-tu besoin ? C'est ça. Et là, ça vient pas forcément encombrer l'entreprise qui sait parfois pas trop bien quoi faire de l'émotion des uns et des autres. Mais si la demande est claire, on peut plus facilement y répondre. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. C'est exactement ça, Sophie. C'est tout à fait ça. C'est adopter un mode de communication qui questionne. Je n'ai pas la main sur ce que pense l'autre. Je ne peux pas le savoir. Je peux juste avoir des signaux verbaux et non verbaux de l'état dans lequel peut se situer mon collaborateur. Donc, à moi
en tant que manager ou même en collaborateur, d'aller questionner, dire ok, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. De quoi tu aurais besoin? Okay. Voilà. Mais je suis entièrement d'accord, mais c'est pas non plus évident, c'est vrai, parce que je pense que les émotions font peur, parce que c'est pas facile de gérer des émotions. Encore une fois, on n'est pas forcément formé ou on n'a pas cette culture non plus de la gestion des émotions. Donc le premier réflexe, ça peut être un recul et je me braque parce que mon collaborateur est en colère ou il est de mauvaise humeur. Donc c'est pas si simple que ça, mais c'est un effort à faire, c'est clair, de la part du manager d'essayer de comprendre dans quel état d'esprit est son collaborateur le matin quand il arrive au bureau, si on voit qu'il fait déjà une tête voilà. Bon, lui poser simplement la question, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça va? Je pense que c'est aussi, ça fait partie de cette culture française peut-être où on évite de mettre de côté on met de côté la partie émotionnelle pour se concentrer sur le rationnel, mais un être humain n'est pas fait que de rationnel, bien évidemment. Donc et je suis d'accord avec toi pour dire, Sophie, que ça reste encore un tabou dans beaucoup d'entreprises, parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas comment gérer. Je vois que Gilonne opine de la tête, donc elle n'est pas d'accord. Mais voilà, moi, c'est un peu ma perception. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de managers, effectivement, qui ne sont pas formés à ça, qui ne savent pas comment faire, et que ça crée des tensions dans l'entreprise. Et qui sont eux-mêmes pas à l'aise avec leurs propres émotions. Absolument, parce qu'il y a et moi, alors, il y a peut-être un côté masculin-féminin aussi sur ce sujet-là, mais je sais que c'est très compliqué pour moi même de mettre des mots sur des émotions, de les décrire, de les définir. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, on a mis un petit tableau avec des synonymes des principales émotions. Mais ne serait-ce que de savoir nommer, mettre un mot juste sur ce qu'on ressent, c'est pas évident pour beaucoup de personnes. Ouais. Le deuxième conseil qui est venu me titiller, c'est que vous parlez d'énergie spirituelle, de paix intérieure, d'harmonie. Vraiment, tous ces mots sont dans le champ lexical de chef, et donc font partie aussi de mon chemin de vie, de mes pratiques d'accompagnement. Mais j'observe au même titre que les émotions, que la spiritualité. Alors là, on en parle vraiment très peu dans le monde professionnel. Moi, les moments où j'en parle, j'organise des retraites entre dirigeants, et quand les gens viennent avec leur casquette d'individus, de dirigeants, là, il y a quelque chose qui s'ouvre et là, on peut en parler. Mais que dans la sphère de l'entreprise, dans la sphère collective, j'entends, moi, je l'observe aussi très peu, ou alors dans des cercles restreints. Voilà. Donc, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous observez? Et est-ce que vous avez des exemples ou des expériences à partager où la spiritualité, elle a sa place en entreprise? Alors moi, je nuancerai un tout petit peu ton constat, même si je le partage, mais je nuancerai un peu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un ou deux mots-clés dans l'entreprise, et c'est les suites aussi du Covid. C'est deux mots-clés, c'est bien-être, santé mentale. Oui. Donc il y a quand même aujourd'hui cette prise en compte de ce besoin aussi de travailler l'esprit et pas que le corps ou le cœur. Mais c'est un peu différent, la spiritualité et la santé mentale, non ? Oui, mais je vois aussi, il y a plein d'articles en ce moment dans les journaux d'interviews de philosophes sur le travail. Il y en a quelques-uns de bien connus, je ne les citerai pas ici, mais donc on voit bien quand même qu'il y a cette volonté de dépasser l'activité quotidienne de son travail pour essayer de chercher quelque chose qui nous emmène un peu plus haut et qui peut être lié au bien-être. Je suis d'accord. Aujourd'hui, alors j'ai un point de vue un peu plus nuancé sur ce sujet-là, sur ce thème, mais sur la quête de sens au travail. Ça rejoint aussi cette soif de spiritualité ou de s'élever au-delà de notre activité horizontale quotidienne, besoin de verticalité, donc de tirer vers le haut. Il y a une très belle encyclique du pape sur le travail et l'écologie au travail. C'était Laudato aussi, je crois. Ouais. C'est intéressant aussi de voir que finalement, la religion s'est aussi intéressée sur cette question du travail d'un point de vue plus spirituel ou philosophique. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, pas seulement dans les cadres dirigeants, mais dans chacun d'entre nous, cette volonté de remettre un peu de spiritualité au sens très large, c'est pas forcément la religion, mais une quête de se dire, au-delà de ce que j'effectue au quotidien, quel est finalement mon sens, quelle est la finalité de mon travail, qu'est-ce qui me tire, qu'est-ce qui me pousse le matin à me lever. Donc c'est pas forcément après partager, discuter au sein de l'entreprise, mon point, c'est ça. Mais je pense qu'individuellement, il y a cette dimension, elle est là. Ouais. Et justement, ma question, c'est toujours dans cette optique des conseils individuels et collectifs, comment est-ce qu'on peut mettre ce sujet de la spiritualité, de la quête de sens, dans le débat et dans le récit collectif? Est-ce que vous avez des
des conseils, justement, et des points d'observation aussi où ça a été fait dans des équipes? Est-ce que ça a apporté? En fait, dès lors que l'équipe a conscience que individuellement, moi, j'arrive avec un sac à dos rempli de plein de choses, qui sont mes valeurs, mon éducation, mes croyances. Alors, elles peuvent être religieuses. Et effectivement, cette fameuse spiritualité, je porte ça en moi. À partir du moment où j'ouvre la porte à le fait de pouvoir l'exprimer et que je sais qu'en face de moi, je vais avoir quelqu'un qui lui aussi a un sac à dos avec des valeurs, des croyances, une éducation différente, des choses auxquelles il tient, et que j'ouvre la porte au fait de pouvoir en parler, alors j'ouvre un boulevard pour pouvoir effectivement avoir un terrain de jeu commun. Donc c'est assez fondamental. Et maintenant, pour rebondir sur ce que disait Denis et ce que tu disais aussi Sophie, les organisations en prennent quand même plus ou moins conscience, puisqu'on parle de mission, on parle de raison d'être, on parle en dehors de l'aspect purement productivité, il y a aussi comment je fais pour préserver un système. La planète, les individus sur Terre, cette notion d'écologie, elle résonne complètement. Donc du coup, je trouve que quand même, il y a des progrès. Et ce fameux sens dont tu parlais, Denis, il est quand même présent par des petites choses. Il y a des gens qui vont prendre conscience que je suis un petit individu au sein d'un collectif et que du coup, ma part, je peux être petit colibri, je fais ma part et les autres aussi. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, pour rebondir sur les exemples, oui, j'ai déjà vécu des exemples d'équipes qui partagent cette spiritualité, qui partagent des valeurs. Alors, elles sont plus ou moins affirmées. Maintenant, dès lors qu'elles sont là, il y a plus de solidité, de relations fluides. Il y a plus de solidité, en fait. Et il y a plus de distance, notamment émotionnelle, si je rebondis sur ce que tu disais auparavant. Parce que, quoi qu'il arrive, je sais ce que je vaux. Je sais ce qui est important pour moi, je sais ce qui me nourrit, quel est le sens de ma place ici. Et dans ces cas-là, je vais avoir une attitude différente qui va faire bouger les choses. C'est cet alignement dont on parle tout au long de cet épisode, mais mon alignement individuel avec l'alignement de l'entreprise, et où là, on trouve l'énergie spirituelle qui circule entre les individus et le collectif. Et quand la mission de l'entreprise est bien décrite, est co-construite, est claire, est incarnée, etc., et qu'elle est en résonance avec la mienne, là, on est plein d'énergie. C'est la parabole du tailleur de pierre, bien connue, où quand on rencontre un tailleur de pierre, le premier, on lui demande alors qu'est-ce que tu fais ? Le premier dit je construis un mur. On interroge le second, il dit je construis une cathédrale. Et puis le troisième, quand on lui demande, il dit je suis là pour servir la gloire de Dieu. Donc c'est exactement ça. C'est aussi important que l'entreprise au plus haut niveau ait une vision très claire de son rôle, de sa mission, comme tu le disais, Gilonne. Mais aussi, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est aussi au niveau individuel, que chacun soit très clair sur son rôle, sa place et le sens, l'utilité de son travail. Absolument. Certains diront c'est peut-être des gadgets, mais on voit quand même, encore une fois, que cette problématique de la santé mentale au travail aujourd'hui est vraiment très prégnante. Et c'est lié d'une certaine façon à la spiritualité au sens large. On voit des entreprises qui mettent en place des cours de méditation, des cours de yoga, etc., où vraiment on cherche à accompagner l'individu dans cette quête, encore une fois, vers plus de verticalité et pas simplement d'être dans le quotidien de son job. Ouais. Troisième et dernière notion qui m'a interpellée, c'est le 38e conseil. Laissez-vous porter par le flow, que vous désignez comme l'expérience optimale de travail. Alors, comment est-ce qu'on découvre et on atteint ce flow ? Tout simplement, on le découvre en allant regarder ce qui me met en joie. Qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui me procure du plaisir ? À quel moment je perds justement cette notion du temps ? Un grand révélateur, c'est quand, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, si j'aime le tricot, je vais tricoter et puis 2 heures après, je serai toujours sur mon tricot et je serai dans une plénitude, une harmonie et un bien-être. Et puis je vais me dire, ça fait déjà 2 heures que je tricote. Voilà, en fait, c'est ça, le flow. C'est le moment où
vous sentez justement que tête, cœur, corps sont alignés, que vous êtes en même temps très concentré, qu'en même temps vous avez au niveau du cœur un sentiment, une chaleur, une joie, et dans votre corps, vous êtes dans le mouvement qui va bien. Ça peut être au travail, bien sûr, c'est quand vous êtes en réflexion, par exemple. Moi, je sais qu'une de mes valeurs pour moi, c'est d'apprendre. Donc, quand je suis en train d'explorer, chercher, être curieux, construire un dispositif, je peux y passer 3 heures, j'aurai plein d'énergie, j'aurais pas vu le temps passer. Donc on revient aussi sur la conscience en fait de qui on est. Oui, s'il fallait vraiment décrire qu'est-ce qu'on entend par ce flow, cette expérience optimale, c'est à la fois, tu l'as dit Gilonne, c'est du plaisir, cette sensation de plaisir, d'être bien dans ce qu'on fait, d'être concentré dans ce qu'on fait. Je suis à 100% dédié à cette tâche qui me fait plaisir. Il y a une certaine facilité, en fait. Et alors, c'est un mot, moi j'adore ce mot facilité. Et on en revient aussi à ce que j'avais dit plus tôt sur cultiver ses points forts plutôt que de s'acharner à essayer d'améliorer ses points faibles qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de difficultés. Donc, ce sentiment de facilité et puis un sentiment d'efficacité. Effectivement, après 2 heures de tricot, ton pull il est quasiment déjà terminé. Donc, c'est ça le flow. Et c'est une sorte de sentiment de plénitude où vraiment on se sent bien, en pleine conscience aussi, ça c'est vraiment important. Et on vit l'instant présent, et puis le temps, voilà, c'est cool, il y a une altération de la perception du temps, donc c'est très jouissif, on peut aller jusque-là, très satisfaisant, et c'est vraiment pour moi, c'est pour ça qu'on appelle ça l'expérience optimale du travail, c'est que c'est quasiment plus du travail finalement. On est dans le bien-être, on est dans une situation de bonheur et de plénitude. Ouais. Sauf si on est dans le travail, travel quoi. Voilà, exactement. Le travail voyage, le travail chemin, exactement. C'est ce qui nous emmène, ce qui nous porte, là encore. Ouais. Mais alors, c'est encore une fois, pour en revenir aux conditions de travail actuelles, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile peut-être à obtenir, parce que encore une fois, on a tendance à être multitâche, et ça c'est très mauvais. Si on veut être dans le flow, il faut être vraiment concentré sur une tâche. On est tout le temps dérangé, donc il faut arriver à se dire, voilà, encore une fois, j'ai 2 heures devant moi pour tricoter et je ne veux pas être dérangé pendant ces 2 heures, donc je fais en sorte de ne pas être dérangé. Donc, c'est aussi couper ses notifications sur son téléphone, couper les appels téléphoniques. Et puis, il y a une dimension aussi sur, qu'est-ce que je cherche à atteindre par rapport à mes compétences. Et s'il y a un décalage entre les deux, ça colle pas. Par exemple, si on se dit, tiens, je me mets un défi particulièrement élevé, et je sais qu'au fond de moi-même, j'ai pas forcément toutes les compétences pour y arriver, ça va créer de l'anxiété, voire du découragement. Là, on n'est pas dans le flow. Inversement, si on se fixe un challenge qui est en dessous de nos compétences, là, on va plutôt tomber dans l'ennui. On va se dire, oh là, je dois faire ça. C'est pas une tâche qui m'excite particulièrement. Donc, on va pas non plus entrer dans le flow. Donc, il y a aussi ce besoin d'adéquation entre ce que l'on veut obtenir, ce que l'on veut faire, et ses propres compétences et son état d'esprit. Je suis chef d'entreprise, chef d'équipe. Je vois que mes équipes sont aussi fatiguées que moi. Comment j'agis pour recharger mes batteries et recharger les batteries du collectif ? Comment j'agis, moi, pour recharger mes batteries ? J'arrête. Stop, déjà. Je fais une pause. Je n'ai pas le choix que de faire une pause. Et de cette pause-là va ressortir quelque chose. Donc, il y a déjà un arrêt sur image. OK, c'est quoi les signaux ? Qu'est-ce qui me monte ? Et où se situe ma fatigue ? Est-ce que c'est une fatigue j'ai trop de choses en tête ? Est-ce que c'est la pression ? Est-ce que c'est la charge de travail ? Est-ce que ça se situe aussi au niveau du corps et j'ai des maux, des douleurs qui m'empêchent de dormir ? Est-ce que je suis agitée quand je suis en présence de telle ou telle personne ? C'est important ça, de se poser toutes ces questions-là. À partir du moment où j'ai identifié ça, d'abord le dire, l'exprimer. J'ai entendu que vous étiez fatigué, je suis moi-même fatiguée, posons-nous ensemble pour réfléchir à OK, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut pour demain, où on en est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un constat, c'est arrêt sur image, c'est OK, l'équipe, à quoi elle ressemble aujourd'hui et à quoi on voudrait que l'équipe ressemble demain. Et donc en fonction de l'écart, on va mettre en place des actions. Et puis s'aider les uns les autres et écouter tout le monde, c'est important. C'est pas juste un leader qui va dire ah bah ouais, moi j'ai vu mais imaginons que je suis dirigeant et que j'ai une entreprise importante, j'ai forcément des adjoints et des personnes qui travaillent avec moi, c'est entendre aussi, aller descendre aussi au niveau des équipes et les entendre. À titre individuel, personnel, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Comment vous rechargez vos batteries ? Moi, je sais que j'ai besoin de me ressourcer en étant seul.
autant les autres peuvent aussi nous donner de l'énergie, mais moi je suis quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir du temps pour moi, seul, sans être perturbé. C'est très important pour pouvoir me ressourcer. Mais c'est aussi effectivement échanger avec des gens qu'on aime, des amis, la famille. Donc voilà, c'est encore un jeu on alterne entre l'individu et le collectif. Et puis, mais comme toi, Gilonne, hein, je pense c'est aussi pour ça qu'on a pris du plaisir à écrire ce livre ensemble. Moi, j'ai besoin de stimuler mon intellect. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être challengé, j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses. Donc, tout ce qui est lié à la curiosité, l'apprentissage, moi, ça, c'est une source de création d'énergie pour moi qui est formidable. Moi, j'ai envie de répondre que je recharge mes 3 batteries différemment, distinctement. En fonction de l'état dans lequel je me trouve, je vais avoir besoin, par exemple, de marcher, de me connecter à la nature. Si j'étais vraiment dans une ville où il y a eu beaucoup de bruit, où j'ai eu du monde autour de moi pendant un moment, je sais que la marche va être extrêmement bénéfique pour plein de choses, pour renouer avec la créativité, laisser mon cerveau en jachère, ne pas avoir de pression, me reconnecter sur le souffle, regarder, observer la nature. Tout ça, ça me donnait beaucoup d'énergie. Le sport aussi, je pratique la boxe. Alors ça, c'est c'est un sport qui a été vraiment un révélateur pour moi et qui fait que j'arrive en même temps, je crois, aujourd'hui à admettre que je peux être créative et structurée. Et non pas que créative ou que structurée. Et la boxe me donne beaucoup cet aspect défoulatoire et de coordination entre justement lâcher le cerveau, laisser le corps agir. Et là, il sait. Il a des réflexes et il sait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. Et dans tous les accompagnements que je fais, il y a une mise en mouvement corporelle aussi, pour pouvoir effectivement ancrer des choses, des nouvelles pratiques. Et alors moi, je rajouterai un dernier point. Alors, tout à fait d'accord aussi sur l'activité physique. Voilà, le sport, ça c'est essentiel, ou même simplement aller marcher, s'oxygéner et bouger son corps, très important. C'est d'ailleurs votre premier conseil, ou le deuxième. Tout à fait. Et puis, dernier point, c'est moi, je suis très sensible à la beauté en général. Donc aussi, tout ce qui est esthétique, aller voir une belle exposition de peinture, un beau film, un beau paysage, un coucher de soleil. Voilà, ça peut être un peu cucu, mais moi, ça m'émeut toujours et ça me donne de l'énergie et du bien-être. Très bien. On partage plein de points communs parce que tout ce que vous avez dit, ce sont aussi des éléments qui me donnent de l'énergie. Je vous remercie beaucoup, Gilonne et Denis, pour cet échange riche. Et puis, on retrouve votre livre dans toutes les bonnes librairies et sur Internet, j'imagine. Absolument. Oui. Je mettrai le lien en commentaire de l'épisode. Et puis, on suit vos activités, vos actualités sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, c'est sans doute le meilleur point, absolument, pour retrouver ce qu'on fait. Mais en tout cas, un grand merci à toi aussi pour cette discussion et très, très passionnante, très enrichissante. Merci beaucoup, Sophie. C'était un réel plaisir d'échanger avec cette grisaille, en même temps avec ton pull vert rose et ton grand sourire qui m'a donné de l'énergie pendant cette heure passée ensemble. Donc, un grand merci à toi et à Denis aussi d'avoir partagé ce moment. C'est réciproque. À très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.